Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et concernant notre continent africain. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé une allocution concernant la situation en Afrique, où il a loué quand même les efforts déployés par les pays africains pour faire face à la pandémie du Covid-19 et on a discuté de tout ce qui est post-Covid-19 dans le continent noir. À cette occasion, notre collègue Omni Al-Hamzaoui a couvert cette rencontre, ou bien ce forum qu'on appelle la deuxième édition du forum d'Assouan. L'Afrique post-Covid-19 a été l'enjeu principal de ce forum. À cet égard, des approches et des concertations sur la paix, stabilité, sécurité et économie du continent se sont imposées sur l'ordre du jour du forum. Plus de détails dans cette interview de l'ambassadeur de la République du Sénégal, Sem El-Si Beye, accordée à notre collègue Omnia El-Hamzaoui. C'est ici au Caire, mesdames et messieurs, que se tient la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Une conférence, un forum qui se tient bien sûr virtuellement à la lumière bien sûr de la propagation du Covid-19. Mais toujours et malgré cette propagation de la pandémie se tient cette deuxième édition du Forum d'Assouan. À cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur El-Si. Monsieur l'ambassadeur, merci bien de nous accorder cette interview. Premièrement, monsieur l'ambassadeur, le Forum d'Assouan, cette deuxième édition, se tient dans des circonstances assez vulnérables à cause du Covid-19. Mais ici, l'Égypte est au cœur toujours du Forum d'Assouan. Les efforts déployés par les leaders africains, cette volonté toujours affichée au long des années pour un meilleur avenir pour l'Afrique, paix, progrès et prospérité. Donc, vous assistez aujourd'hui à cette deuxième édition du Forum et beaucoup de questions se posent sur l'avenir de l'Afrique à cause du coronavirus. Alors, bon, d'abord, me féliciter de prendre part à cette réunion-là. C'est vrai, c'est le deuxième, mais pour moi, c'est la deuxième participation parce que le premier forum, j'étais pas encore ambassadeur officiel, mais j'ai participé au deuxième forum à Assouan avec le président Macky Sall qui était là, qui a répondu à l'invitation de son frère, le président Al-Sisi. Alors donc ça s'est bien passé, c'est vrai que c'était dans un contexte autre. Aujourd'hui nous sommes avec cette fameuse pandémie-là qui a complètement bouleversé le monde. Bon, mais nous essayons de faire bouger les choses, de faire avancer les choses parce que finalement l'Afrique est l'un des continents, c'est vrai, le moins touché sur le plan de l'infection, mais sur le plan économique quand même. Les conséquences sont désastreuses. Donc c'est à nous les leaders de tout faire pour qu'on puisse sortir cela. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous saluons toujours les performances économiques de l'Égypte qui a pu gérer entre mesures barrières, mesures sanitaires et un peu sauvegarde de l'économie qui a permis à ce pays-là d'être cité aujourd'hui en modèle. Votre Excellence, les relations bilatérales entre l'Égypte et le Sénégal sont des relations très fortes à tous les volets, que ce soit politique, économique et même culturel. Et il s'agit de votre première année ici en Égypte, mais un bref aperçu sur ces relations fortes et profondes entre les deux pays. Alors, comme vous l'avez dit, le Sénégal et l'Égypte en tiennent des relations très profondes. D'abord, l'Égypte est un grand pays. Tous les Sénégalais ont appris l'histoire de l'Égypte à l'école. Donc, dès le plus jeune âge, il y a des liens particuliers entre les deux pays. Alors aujourd'hui, en tant qu'ambassade, c'est à nous d'approfondir ces relations-là. D'abord sur le plan politique, comme je l'ai précisé. Alors, les deux pays sont très proches. Je pense que l'année passée, comme je l'ai précisé, le président Macky Sall a passé ici son anniversaire. Il est resté 5 jours avec le président Al-Sisi. Ça s'est très bien passé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de développer le volet économique. Bon, là, c'est le grand challenge pour nous. Pourquoi? Parce que, quelque part, entre l'Égypte et le Sénégal, il n'y a même pas de liaison directe. Ce qui fait que pour aller au Sénégal, parfois, on sort de l'Afrique pour entrer à l'Afrique. Donc ça, c'est un dossier sur lequel nous travaillons. Mais aussi, il s'agira aussi d'inviter les hommes d'affaires à découvrir de part et d'autre. Parce que le Sénégal est un pays qui est prometteur. On vient de découvrir, on l'a découvert, le pétrole, il y a le gaz, il y a d'énormes recherches qui sont au Sénégal.
Donc c'est à nous de travailler pour d'abord faire connaître le pays, inviter les hommes d'affaires égyptiens à aller au Sénégal et inviter les hommes d'affaires sénégalais à venir ici. Alors, je travaille d'ailleurs sur le projet de faire venir un groupe d'hommes d'affaires sénégalais dans la deuxième quinzaine du mois de mars pour venir d'abord avoir des liens, parce que c'est important. Vous savez, il y a la théorie est là, mais la pratique, c'est d'abord les hommes d'affaires qui pourront faire bouger les lignes. Donc on y travaille et on est persuadé que le potentiel de part et d'autre, on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Monsieur l'ambassadeur Eli Sibeyi, ambassadeur de la République du Sénégal en Égypte, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Durant cette journée très importante sur le volet des relations interafricaines, la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable s'est tenue virtuellement aujourd'hui au Caire. Étaient présents des ministres, des responsables et ambassadeurs africains, dont Sam Nelson Cosme, ambassadeur de l'Angola, qui a accordé cette interview à notre collègue Omnia Hamza. Toujours au cœur de cette deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, le forum qui se tient virtuellement cette année à cause de la pandémie du Covid-19. Mais ici, les ambassadeurs de plusieurs pays africains sont présents et tiennent toujours à prendre part de ces grandes plateformes régionales et continentales en faveur du continent africain. Et à cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nelson Cosme, ambassadeur plénipotentiaire et ambassadeur de la République de l'Angola en Égypte. Bonjour Votre Excellence, merci bien de nous accorder cette interview. Premièrement, Votre Excellence, il s'agit d'une deuxième édition de du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Et cette année, c'est trop différent. C'est vrai que le continent africain était le moins touché par le nombre de décès et d'affectés par la pandémie du Covid-19, mais l'Afrique est toujours présente ici et toujours fait face à ces défis. Aujourd'hui, le message est différent à travers cette deuxième édition du Forum d'Assouan pour toujours la paix, le progrès de l'Afrique et la prospérité. Oui, tout à fait. Encore une fois, nous remercions les autorités égyptiennes pour cette deuxième édition du Forum d'Assouan, paix et sécurité. Donc, le contexte est différent, sûrement. Nous sommes, les pays africains doivent faire face à la pandémie du Covid-19 et de son impact sur les économies. Je pense que ce forum sera un moyen de trouver de concertation pour échanger d'expériences entre les différents pays africains qui participent et en même temps voir comment d'une façon plus dans le cadre d'une plateforme africaine, nous pourrions donner des réponses aux différents défis auxquels l'Afrique fait face. L'Égypte a une grande expérience là-dessus. L'Égypte assure une leaderance dans le sens du partage de cette expérience. Et nous pensons que le moment est opportun, tenant compte également aux grands défis face aux conflits qui nous assistons un peu au niveau de certains pays africains, notamment les défis que nous voyons au pays de Sahel, notamment aussi dans les pays de l'Afrique centrale comme la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. Donc, je pense que sans une approche globale et sans une approche africaine pour répondre à cette crise, disons, politique et qui parfois nous amène à des conflits armés, nous serons un peu démonis. Et voilà, je pense qu'une plateforme qui prétend répondre à ces questions, prétend réfléchir à ces questions, justement dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine 2063. Monsieur l'ambassadeur, les défis qui pèsent toujours sur le continent africain
parmi ces défis figurent également les groupes terroristes qui ont bien profité de la crise du coronavirus à travers le monde et qui ne cessent leurs activités, les crises économiques, les crises des infrastructures dans le continent africain. Vous avez dit vous-même que cette plateforme africaine aujourd'hui, cette deuxième édition organisée par l'Égypte, c'est une chance pour la concertation. Après la concertation, nous voyons la volonté politique chez les leaders africains, mais à quoi pourrait-on donc s'attendre? Je sais que c'est trop tôt puisque la première session n'a toujours pas été tenue, mais les leaders africains, les pays africains, amis, frères, tous ensemble, à quoi devra-t-on s'attendre? Moi, je pense que déjà que les pays puissent avoir une approche commune face au diagnostic qu'ils auront tiré, ça sera une bonne réponse. Et l'Égypte a une grande expérience justement dans ce domaine et nous pensons justement écouter justement qu'est-ce que l'Égypte a comme expérience à nous faire partager pour que nous puissions dans le sens de l'enceinte qui est commune à notre, qui est l'Union africaine, voir quel type de réponse sortant d'ici nous pourrons être amenés à suivre et à partager avec l'Égypte. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Voilà l'objectif, comme nous voyons, de ce forum, le forum d'Assouan, est de rapprocher entre les pays africains et discuter des relations bilatérales dans tout le continent, dans tous les domaines, soit politiques, soit économiques, soit sanitaires. Et là, on a consacré cette édition sur le post-Covid-19. Notre collègue Omnia Al-Hamzaoui a eu une interview avec M. Ahmad Abdellatif, qui est directeur exécutif de ce forum. À la fin de la session d'ouverture de la deuxième édition virtuelle du Forum d'Assouan cette année au Caire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ambassadeur Ahmad Abdellatif, directeur exécutif du Forum d'Assouan. Monsieur l'ambassadeur, merci bien de nous accorder cette interview. Je sais que vous êtes trop pressé. On a vu un succès aujourd'hui sous-dit virtuel de cette deuxième édition du Forum d'Assouan avec des thèmes totalement différents à la première édition. Une session d'ouverture, d'inauguration holistique avec également le discours du président Abdel Fattah al-Sisi suivi des leaders africains, cette volonté affichée pour un meilleur avenir pour l'Afrique, la paix, le progrès et la prospérité. Oui, en effet, je crois que ce forum d'Assouan se tient dans des circonstances exceptionnelles, celle de la lutte contre la pandémie, qui a reflété la solidarité et la coopération entre les pays africains dans cette épreuve. Et le forum d'Assouan voulait marquer cette importante réalisation du continent africain en discutant, en regardant de près comment renforcer encore plus cette coopération pour surmonter l'épreuve de la pandémie, pour reconstruire mieux, pour faire avancer l'intégration africaine. Et je crois que ça, c'était un thème commun dans tous les discours des chefs d'État africains qu'on a entendus. L'Afrique veut aller de l'avant et veut surmonter cette crise pour reconstruire mieux et récupérer plus fort. On a vu également les messages des leaders africains à travers la vidéoconférence aujourd'hui, et non seulement cette volonté africaine pour mieux se souder ensemble, mais également on regarde l'Afrique post-Covid, le continent africain qui a été le moins affecté par le nombre de décès, également de blessés, mais qui est certainement frappé par la pandémie sur le plan socio-économique. Comment donc aujourd'hui le forum va-t-il mettre en avant ou accélérer ou mettre le pied sur l'accélérateur afin de sauvegarder ou sauver l'économie du continent? Ben justement, on a choisi de regarder les thèmes qui sont porteurs de cette reconstruction, qui sont les moteurs de cette reconstruction, comme le commerce. La zone de libre-échange africaine vient d'entrer en opération. Comment la faire avancer? Comment la pousser davantage pour qu'elle contribue au progrès et la sécurité et la prospérité de l'Afrique? Les infrastructures, c'est une grande priorité africaine qui peuvent créer des emplois justement qui sont très importants pour la récupération du Covid. Les énergies renouvelables, l'infrastructure numérique, on utilise tous les technologies de l'information plus que jamais aujourd'hui durant cette crise. Et l'Afrique, elle a encore un grand déficit à ce niveau. Et on a fait un partenariat avec Twitter
la compagnie de réseaux sociaux, justement pour marquer comment cette édition cherche à travers les partenariats aussi à renforcer le message que l'Afrique veut aller de l'avant, y compris sur la fracture numérique et sur l'infrastructure numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. À présent, nous commençons notre série de reportages, mais tout d'abord, j'aimerais bien accueillir dans le studio M. Ahmed El-Lessi Nassef. Vous êtes écrivain et consultant international en économie et finance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aurai le plaisir d'avoir vos commentaires sur nos thèmes pour ce soir. On va commencer par une réunion qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ghaffar pour examiner les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République. Voilà, nous avons Salih Hamed et Yara Choucha qui nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné dimanche avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdel Ghaffar, la reprise du deuxième semestre dans les universités, ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et technologiques, ainsi que les centres et les instituts de recherche. Le chef de l'État a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire et des examens dans les différentes universités au niveau de la République, appelant à respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants. Dr Abdel Ghaffar a pour sa part passé en revue les projets dans les universités publiques qui représentent 425 projets pour un coût d'environ 35 milliards de livres égyptiennes répartis sur 27 universités gouvernementales à l'échelle républicaine. Le président Sisi a de son côté suivi la situation exécutive du système de transformation numérique et de mécanisation dans les universités publiques, appelant à accélérer l'achèvement de l'infrastructure informatique dans le but de transformer les universités publiques en universités intelligentes, ainsi que le développement des services d'enseignement et de recherche dans tous les programmes universitaires. Le système de travail dans les hôpitaux universitaires au niveau de la République a également été revu, ainsi que les développements liés à l'automatisation de ces hôpitaux dans le cadre du projet national pour l'infrastructure informatique des universités gouvernementales. Le chef de l'État a exigé de fournir toutes les capacités et l'équipement nécessaires pour garantir la disponibilité permanente des hôpitaux universitaires pour faire face au Covid-19. Le ministre de l'Enseignement supérieur a également présenté le plan exécutif des projets des centres et des instituts de recherche qui s'élève à 79 projets pour un coût d'environ 3 milliards de livres égyptiennes, outre la situation des nouvelles universités technologiques situées à la ville de 6 octobre à Bourg al-Arab, à l'est de Port Saïd, à Samannoud, à la nouvelle ville d'Assiout et la nouvelle ville de Taïba à Luxor. La réunion a également été témoin de l'élaboration des efforts de l'État pour perfectionner les qualifications et les compétences à travers un parcours académique et institutionnel dans le but de préparer des générations de diplômés qualifiés pour les besoins futurs du marché du travail local, régional et international. Monsieur Ahmed, c'était une réunion très importante pour le moment, puisque vraiment les étudiants universitaires, les universitaires en général, souffrent depuis le début de la pandémie du Covid-19. Quels sont les résultats tirés de cette réunion? Ce qui est très intéressant à percevoir ici, que l'Égypte, comme la plupart des pays du monde, nous sommes dans une situation très dynamique à ce qui est à faire, tout ce qui est à faire avec le Covid. Donc on a vraiment des choix qui sont très difficiles à faire, hein, parce que il y a toujours le risque, si on va laisser les étudiants rentrer une deuxième fois pour le deuxième semestre à l'université, donc on risque une augmentation dans les cas de Covid dans les universités. Et de l'autre côté, si on ne le fait pas, surtout pour les universités qui sont de nature pratique, ça risque de diminuer ou diluer
la qualité de l'éducation. Donc vraiment le choix dont le chef de l'État n'est pas le plus facile du monde. Mais ce qu'il est en train de faire avec une sagesse très importante, qu'il est en train de vraiment suivre tous les détails, tous les évolutions de la situation pour que quand il prenne sa décision, il prenne la meilleure décision avec tous les données qu'il y a devant lui. Donc je pense qu'ils ont pris la bonne décision dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. On espère que ça reste comme ça, on espère que ça ne change pas, mais je suis sûr que son Excellence, si jamais quelque chose change, il est si proche de ce qui se passe un peu partout dans le pays et il va prendre la bonne décision pour faire ce qui doit être fait étant donné les changements possibles dans la situation. Oui, c'est vrai. En plus, il faut dire que les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas de la chance. Écoutez, tout le monde n'a pas de la chance aujourd'hui, parce que les gens qui sont dans les affaires de la restauration, ceux qui sont dans les étudiants, le tourisme, tout le monde n'a pas de chance. Et on espère qu'avec les nouvelles vaccins, qu'on va sortir de cette malaise le plus rapidement possible. Parce que ça gêne tout le monde vraiment, en fin de compte. Alors, on va passer à un autre sujet, c'est concernant les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale, qui ont examiné le plan d'action et les démarches exécutives proposées pour étendre le programme ou bien le projet du programme alimentaire mondial. Le but est de réaliser le développement agricole et rural suite à la réussite de la première phase exécutée dans 63 villages dans 5 gouvernorats de la Haute-Égypte. Nous avons Salih Hamed et Yara Choucha qui nous donnent les détails. Les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale ont examiné le plan d'action et les démarches exécutives proposées pour étendre le projet du programme alimentaire mondial, le PAM. La ministre de la coopération internationale, Rania Al-Mashot, a tenu une réunion avec le représentant résident et directeur du bureau du PAM au Caire, en présence des ministres du développement local, Mahmoud Sha'raoui, de la solidarité sociale, Nivin El-Qabbaj, et de l'agriculture, As-Sayyid Al-Qusir, pour discuter des futures priorités au sujet des partenariats internationaux, conformément au programme national de développement 2030. M. Sha'raoui a salué les efforts déployés par le PAM et les projets de développement exécutés dans nombre de gouvernorats égyptiens et la coordination dans la phase actuelle dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le ministère et le programme alimentaire mondial. Pour sa part, Dr El-Mashot a passé en revue le partenariat réussi avec le PAM grâce à la stratégie nationale 2018-2023 basée sur 3 axes dont le renforcement de la sécurité alimentaire, le développement des sociétés agricoles et rurales et le soutien aux couches les plus démunies dans les sociétés rurales. Madame Nivin El-Qabbaj s'est de son côté félicitée du partenariat avec le programme alimentaire mondial dans la plupart des projets dans le secteur de la protection sociale, dont l'octroi des prêts aux projets des mères d'enfants scolarisés et le soutien aux travailleurs intermittents pendant la crise du coronavirus. M. Al-Qusir a quant à lui indiqué que le projet proposé par le PAM pour le développement des villages de la campagne égyptienne va de pair avec le projet ambitieux de l'État égyptien pour le réaménagement de 1500 villages. Voilà, ça c'est concernant la modernisation des villages, en plus avec la production de la nourriture pour faire face à tout ce qui est, répercussions du Covid-19. Je pense que c'est un plan avec une dimension très stratégique où on sommes en train de travailler sur 3 axes principaux et les 3 à la fois. Pour commencer avec, je pense qu'on est très prudent avec ce qu'on est en train de lancer ici, parce qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle un pilot test. Ça veut dire qu'ils sont en train de commencer avec quelques villages pour voir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça marche, est-ce que c'est clair pour les gens où on va appliquer ce projet. Donc ça, c'est la bonne chose à faire un projet pareil. On ne se lance pas à 100% en direct dans le projet, mais on fait un petit test et si ça marche,
on le roule un peu partout. La deuxième chose, on a commencé dans la bonne place où on a besoin vraiment d'accélérer la croissance économique qui est dans la Haute-Égypte et le Sud. Et la troisième, c'est la sécurité alimentaire qui est très importante pour le pays en général, mais surtout pour les parties du pays où sont un peu moins riches que les autres. Donc si on est en train de faire les trois, à la fois, vraiment ce parallélisme est en train d'économiser énormément du temps et démontrer la fiabilité et la validité d'un projet pareil. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait, très bien pensé, avec une approche stratégique qu'on ne voyait pas assez souvent dans le passé. Très bien, on va passer à un autre sujet principal pour ce soir. C'est un rapport qui a été publié par Bloomberg et qui loue les efforts du président de la République dans le développement en Égypte. Dans ce rapport qui a été publié vendredi dernier, l'agence américaine Bloomberg a indiqué que l'Égypte a réussi à surmonter la récession mondiale due à la pandémie de coronavirus. Le rapport a également loué les revenus du canal de Suez qui ont atteint 27,4 milliards de dollars depuis la création du nouveau canal, une réalisation qui a été qualifiée de sans précédent. Regardons ce reportage et puis vous allez nous donner vos commentaires. Dans un rapport publié vendredi, l'agence américaine Bloomberg a indiqué que l'Égypte a réussi à développer les services du canal de Suez de manière efficace malgré la récession mondiale. Le rapport poursuit que le président a donné des directives pour promouvoir des politiques de marketing visant à attirer plus de navires à passer par le canal de Suez afin d'augmenter les revenus de l'État. Le rapport a également loué les efforts de l'Égypte qui a réussi à surmonter la récession mondiale due à la pandémie de coronavirus. L'agence américaine a poursuivi en soulignant que le gouvernement égyptien a réussi à réaliser un gigantesque projet, le creusement du nouveau canal de Suez en 2015 pour un coût de 8 milliards de dollars, ce qui a considérablement réduit le temps de passage des navires. Bloomberg a mis en exergue que le président conduit un grand processus visant à développer les infrastructures en Égypte, dont les projets de développement du canal de Suez avec de gigantesques zones économiques qui coûtent des milliards de dollars. L'agence américaine a en outre relevé que les revenus du canal de Suez revêtent une grande importance en cette période de pandémie de Covid-19 à cause du recul de l'activité touristique. Les mesures du gouvernement égyptien ont porté leurs fruits et ont contribué à freiner les répercussions négatives qui ont affecté le transport mondial, a expliqué Bloomberg avant de conclure que le canal a réalisé des recettes de 2016 à 2020 s'élevant à 27,4 milliards de dollars contre 26,1 milliards de dollars de 2011 à 2015. Monsieur Ahmed Lessi Nansif, je rappelle que vous êtes écrivain et consultant international en économie et en finance. Là, quand vous voyez l'importance du canal de Suez, surtout après la création du nouveau canal, comment ça a rapporté, combien, c'est pas combien, mais est-ce que vraiment ça a rapporté ses fruits depuis sa création? Si vous me permettez, j'aimerais reculer une minute. Il y a une analyse qu'une de mes collègues, Madame Sylvana Tahar, m'a aidé à faire quand j'étais en préparation pour cet épisode. Bloomberg, c'est très important, avant qu'on regarde le contenu, regarde le média où on a reçu ça. Bloomberg est une des institutions les plus crédibles du monde sur le niveau économique. Donc, Madame Sylvana, quand elle était en train de faire ses analyses, elle a fait une analyse très intéressante. Entre 2011 et 2021, on a 10 ans. Malheureusement, si on regarde en 2011, le prospectif que Bloomberg avait donné ou comment elle voyait l'Égypte, c'était vraiment un prospectif complètement sombre il n'y a pas trop de futur dans ce pays et c'est pas vraiment un pays que quelqu'un veut aller investir. Et malheureusement, on n'aime pas ça, mais la vérité des choses, que la plupart des investisseurs internationaux, avant qu'ils prennent une décision pour aller investir dans un pays,
regarde ces genres de rapports. Donc vraiment, on avait une tendance très sombre en 2011. Et là, on voit pratiquement le contraire. Et ça, c'est une institution qui n'est pas facile. Et j'aimerais souligner ça. C'est une institution assez... comment dire, elle ne prend pas de risques. Elle pèse les mots très bien avant de les mettre en place parce qu'elle sait très bien qu'il y a pas mal de décisions assez importantes qui sont prises sur ce qu'ils disent. Et là, on voit un changement énorme, 180 degrés de turnaround, où ils sont en train de dire à tout le monde comment ça se passe très bien en Égypte, en l'économie égyptienne. Donc, c'est pas seulement les mots, mais ce que je voudrais clarifier ou jeter un peu de lumière sur, ici, c'est l'importance du source, d'où est-ce qu'on est en train de voir ce genre d'informations, et surtout la différence de où on était en 2011 et où on est aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, le projet du canal de Suez est un projet rentable. Ça, c'est le niveau économique. Pour moi, personnellement, je vois ce projet un peu plus grand que ça. Si vous vous rappelez, ça, c'était un des premiers projets que son Excellence le Président a engagé les Égyptiens à participer. Ouais. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs choses. On a dépensé de l'argent, on a élargi, on fait un peu plus de revenus. Très bien. Mais qu'est-ce qu'aussi on a fait avec ce projet? On a donné une deuxième fois pas mal de confiance pour les Égyptiens en soi-même. C'est vrai. Ok, ça, on n'avait pas avant ça. Ça, si jamais l'attitude était, si jamais vous allez donner votre argent, vous allez participer à financer un projet pareil, vous risquez de ne jamais reprendre votre argent. Ça, c'est parti avec ce projet parce que ils ont pris leur argent avec l'intérêt qui était le plus généreux à ce moment dans le temps. Et ce qui était très intéressant, qu'on a découvert la tendance ou la magnitude de ce qu'on appelle l'économie parallèle, quand on a trouvé 60 milliards de livres égyptiens qui sont en train de sortir, pas vraiment des banques, mais ils sont sortis de quelque part. Et là, je pense que ça, c'était un ingrédient très important de la stratégie qu'on est en train de travailler avec ces jours-ci, de comment éliminer ce qu'on appelle l'économie noire ou l'économie parallèle. Donc vraiment, le projet là est plus grand que sa propre taille. C'est pas une question qu'on a élargi le canal un peu et maintenant on fait appeler plus. C'est beaucoup plus grand que ça. Et je pense que c'est une réussite imprécédente, presque sur toutes les dimensions qu'on peut examiner un projet pareil. Économiquement, quand même, il y a un grand gain par rapport à avant. Absolument. Et n'oubliez pas que ça se passe en parallèle avec tous les efforts que l'Égypte est en train de faire avec le gaz naturel. Donc vraiment, on est en train de... pas de faire des choses comme des îles indépendantes, mais on est pour la première fois, et ça c'est quelque chose que vraiment je respecte infiniment avec cette administration maintenant, qu'on pense l'intégration. C'est pas que si on fait un projet là et un projet là, mais on pense tous ces projets là ensemble. Il y a un genre de synergie. Comment ça se passe? Et là qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée pour l'économie et pour le pays. À part le transport, dans le canal de Suez, il y a un très grand projet qu'on appelle la zone économique et industrielle du canal de Suez. Parlez-nous de ce projet, de quoi il s'agit et où on est. Ce projet, c'est ce qu'on appelle un byproduct. Ça veut dire que si jamais on a le transport qui vient un peu partout dans le monde, ça fait beaucoup de sens que juste à côté, si jamais, on fait c'est un peu des centres logistiques de distribution, si vous voulez. Donc, vraiment, l'Égypte est située dans une place dans le coin de nord de l'Afrique. On est vraiment le lien avec l'Europe et l'Asie. Donc, ça, c'est la bonne place. Et ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un vraiment peut... changer l'Égypte sur parce que on est là. Là. Mais c'est à nous aussi, ça reste à nous aussi de gérer où nous sommes. Okay? Donc,
on a cet avantage naturel, si vous voulez, où on est placé entre 3 continents, pratiquement. Donc là... On fait le lien. Absolument, entre les 3 continents. Et ça veut dire la logistique, c'est tout à faire avec économiser les distances et le passage des biens et de n'importe quel genre de marchandises. Ouais. Et là, je pense que pour la première fois, on a vu des autres pays qui ne sont pas vraiment sur les lignes de transport, qui n'ont pas l'avantage géographique que l'Égypte a, mais ils étaient assez créatifs où ils ont construit quelque chose pour attirer ce trafic vers eux. On a l'avantage. Donc, c'est assez le moment pour qu'on commence créer des zones franches, des hubs logistiques pour faciliter les choses. Et normalement, ils vont être les moins chers parce que vraiment, on est sur la route qui lie les 3 continents ensemble. C'est vrai. Il y a un très grand projet ambitieux, c'est un projet chinois qui est la ceinture et la route, ou bien la route de la soie. L'ancienne route de la soie. Et nous trouvons que à plusieurs reprises les responsables chinois, les responsables de ce projet qui évoquent le canal de Suez comme étant l'un des points les plus importants du transport maritime dans ce projet. Comment on peut vraiment profiter de ce canal pour avoir le plus d'intérêt possible? Moi, je suis personnellement inclus, ou je suis en train de travailler sur un projet avec des investisseurs chinois à ce moment-là, et je pense que le gouvernement est en train de donner des avantages qui sont vraiment trop attractifs. Hein. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit que c'est incroyable, vraiment. Ce sont des avantages pour même construire ce qu'on appelle des industries intermédiaires. Ça veut dire qu'il y a pas mal des matières premières ils sont très sensibles, on ne peut pas les garder dans la forme de matière première pour longtemps. Donc, on peut quelquefois mettre des gens d'usine pour transformer de la matière première en matière semi-première, si vous voulez, qui n'est pas encore produit fini, mais qui est dans un état qui peut subir le transport encore une deuxième fois. Et une deuxième fois, l'endroit, ça s'appelle le Chinese Hub, le hub chinois. Là où nous sommes, je pense que l'Égypte a fait un travail super bien et je vois que les projets sont en train de venir en Égypte. Moi, je suis encore inclus dans un de ces projets qu'il y avait le choix d'aller dans 2 autres pays dans la région, je ne veux pas les citer, mais finalement, le choix, et je vous dis quelque chose qui est pratique, le matin, je suis en train de travailler sur ça, hein, et ils avaient le choix entre 3 pays et ils ont choisi l'Égypte à cause de la bonne gérance de gouvernement, de ce qu'ils sont en train d'offrir maintenant avec cette zone dédiée seulement pour l'industrie chinoise, si vous voulez. Très bien. De toute façon, il faut mentionner quand même que la Chine possède une zone industrielle juste en face du canal de Suez, ou bien pas loin, qui abrite plus de 80 usines, si je ne me trompe pas, là-bas. Et ils ne vont pas rester 80. Je peux vous confirmer que dans un mois qu'un an, ils vont doubler. C'est vrai, c'est très très bien. Bon, là, il y a un projet draconien, un projet pharaonique, c'est de la construction de routes en Égypte qui lie toute l'Égypte, soit le sud, et qui passe par le canal de Suez. Il y a plein de kilomètres qui viennent jusqu'au canal de Suez. Quelle est l'importance de préparer ces routes? Est-ce que ça va vraiment renforcer l'économie et renforcer l'industrie en Égypte? Et le commerce, bien sûr. La réponse trouve très facilement oui. Mais ça, comment? Ça, c'est la partie de la réponse qui est un peu plus importante parce que ça va le faire dans 2 directions. La connexion, si on produit quelque chose dans un endroit et on ne peut pas le transporter, on ne va pas avoir le marché, on ne peut pas arriver au marché où on va vendre ses produits. Mais ce qui est aussi très très important, donc là il y a la valeur ajoutée, mais il y a une perte qu'on est en train de détruire maintenant parce que les Égyptiens étaient en train de perdre des heures et du pétrole en transportation
qui était vraiment qui était un poids lourd qu'on ne devrait pas avoir sur notre économie. Aujourd'hui, quand on peut partir d'un côté du Caire à l'autre côté dans 20-30 minutes, ou si on se tarde un peu, de 5 minutes, on dit « Ah, c'était horrible et tout ça ». Mais si on se rappelle, il y a une dizaine d'années, que pour faire ce trajet, ça nous aurait pris presque 2 ou 3 heures. Si quelqu'un va prendre 2-3 heures pour aller à son travail, et la même chose pour retourner, déjà, ça c'est une 6 heures. Donc, une journée où on attend à 8 heures de travail, c'est 75% du journée de travail. Donc, vraiment, on est en train de perdre. C'est pas aussi facile de mettre un chiffre sur ça. C'est pas aussi facile. Mais c'est ça ce qu'on appelle le bien public. Donc ça, c'est pas aussi facile de chiffrer, mais ça reste une perte énorme qu'avec ce qu'on est en train de faire, on a éliminé cette perte. Et avec ça, on a la responsabilité contre l'environnement, parce qu'il y a de moins de combustion et des gaz inertes que sont relâchés dans l'atmosphère. Donc la pollution est en train de diminuer. Donc c'est définitivement, on est sur la bonne voie là. Définitivement, on est sur la bonne voie. Je tire cette phrase pour vous remercier déjà pour ces informations, ces explications concernant le canal de Suez et où on est concernant l'économie égyptienne. Vous êtes... Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Lessi Nassif. Je rappelle que vous êtes écrivain et consultant international en économie et en finance. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.